Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois le docteur Chantal Melon-Galis, gynécologue, pour parler de l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Bonjour docteur. Bonjour Rebecca. Merci encore d'avoir accepté de venir sur le plateau de Radio JM. C'est toujours un plaisir. Une femme enceinte, y compris mineure, qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse, peut en demander l'interruption. La pratique de l'avortement est réglementée et plusieurs étapes doivent être respectées avant et après l'intervention. Lors de la consultation, la femme enceinte doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d'en choisir une librement. Quelles méthodes existent pour pratiquer une IVG, donc interruption volontaire de grossesse, et comment elles se déroulent, s'il vous plaît, docteur? Alors, il y a deux méthodes en fonction de l'âge gestationnel du moment auquel la demande est faite. Précocement, avant 9 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 7 semaines de grossesse, on peut demander une méthode médicamenteuse. Ensuite, entre 9 semaines d'aménorrhée passée et 16 semaines d'aménorrhée, ce sera une méthode chirurgicale. Donc la femme a le choix dans une certaine mesure, à partir du moment où de toute façon il y a un timing dans le délai qui fait basculer de l'un à l'autre. Et comment elle se déroule du coup ? Alors, pour l'interruption médicamenteuse, ça sera en prenant des médicaments par voie orale. En France, c'est en prenant 2 types de médicaments. Un premier qui s'appelle la mifégine, qu'on prend dès que possible, par voie orale, en consultation ou en téléconsultation. À ce moment-là, une ordonnance est envoyée, on va acheter le médicament à la pharmacie. La prise de médicaments se fait à la maison et quelques jours après, en général 48 heures après, deuxième médicament. Le premier médicament interrompt la grossesse. Le deuxième médicament, qui s'appelle la mifepristone, entraîne des contractions et l'expulsion de la grossesse. Le deuxième médicament peut occasionner des malformations et la femme doit en être informée parce que si la méthode échoue, il y a des mesures à prendre suivant qu'on continue la grossesse ou suivant qu'on poursuit le projet d'interruption de grossesse. Pour la méthode chirurgicale, à ce moment-là, ce sera sous anesthésie locale ou générale, à la suite d'une consultation d'anesthésie. Et un premier médicament est donné par voie locale ou orale pour dilater le col. Ensuite de quoi, le geste sera d'introduire un petit tube dans l'utérus, une canule, reliée à un dispositif d'aspiration, et la grossesse est aspirée chirurgicalement dans un bloc opératoire ou une salle dédiée à cet effet. C'est soit à l'hôpital, soit en clinique, soit dans un centre médical agréé. De toute façon, toutes ces procédures donnent lieu à un agrément. Les praticiens qui dispensent les médicaments pour les interruptions médicamenteuses, comme ceux qui font les gestes chirurgicaux, ont tous signé des conventions avec des établissements agréés pour les IVG. Ce qui fait qu'en cas de complications ou de questionnement de la femme qui ne peut pas forcément joindre le praticien, le centre est joignable. Est-ce qu'il y a une condition d'âge pour pratiquer une IVG ? Aucune. Les mineurs aussi ont accès. Si elles ne veulent pas que leurs parents soient informés, la loi l'autorise, mais il faut absolument qu'elles se fassent accompagner d'une personne majeure de leur choix. Et par contre, lors des entretiens qui précèdent l'IVG, la mineure est reçue dans un premier temps toute seule par le professionnel de santé pour qu'on vérifie qu'elle n'est pas soumise à des pressions. Quel est le délai pour recourir à une IVG ? Délai max. Max, c'est 16 semaines d'aménorrhée, 14 semaines de grossesse. Et dans ce cas, les cas limites, c'est forcément chirurgical. Et donc, quelles sont les suites d'une IVG ? Qu'elle soit faite par médicaments ou chirurgicalement. Oui. Alors, en général, il n'y a pas de complications importantes. Les suites normales d'une IVG médicamenteuse, ça va se dérouler de la manière suivante. La première prise médicamenteuse peut éventuellement donner des petites douleurs et des saignements. Mais l'interruption n'est pas faite. À ce stade-là, il faut le deuxième médicament.
Dans les suites de la prise du deuxième médicament, il va y avoir des douleurs, des contractions, des saignements, parfois abondants. Donc là, un des effets secondaires, c'est l'abondance des saignements. Et si ça devient hémorragique, c'est là qu'il faut s'orienter vers les urgences ou appeler le numéro qui a été donné par le médecin ou la sage-femme. Ça, c'est les suites, je dirais, quasi normales. Dans les effets secondaires, c'est vraiment l'hémorragie importante. Mais sinon, une des complications, c'est l'échec de la méthode. Dans 5% des cas, il peut ne pas y avoir d'interruption de grossesse malgré la prise des 2 médicaments. Et donc, dans ce cas, on se retourne vers l'interruption chirurgicale si on maintient le projet d'interruption. Et le fait de prendre ces comprimés-là, enfin dans la technique en tout cas médicamenteuse, on le fait à la maison, ces comprimés-là. Oui, on le fait à la maison. Alors il y a quand même des précautions à prendre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris les comprimés, de préférence, il ne faut pas rester seul parce que l'expulsion va se produire, c'est quand même un moment un peu pénible. Et il ne faut pas être seul, il faut que quelqu'un puisse vous accompagner, consulter ou au moins vous soutenir moralement. Et voilà. Et il faut prendre les médicaments antalgiques prescrits par le médecin. Et il ne faut pas non plus rester seul la nuit qui suit l'expulsion. Voilà. Pour l'interruption chirurgicale, c'est pareil, comme ça se fait en ambulatoire. Même s'il y a eu simplement une anesthésie locale, il faut rentrer chez soi accompagné par une tierce personne. Il ne faut pas rester la nuit qui suit seul à la maison. Dans les 2 cas, il y aura aussi une consultation 14 à 21 jours après pour vérifier que tout a bien fonctionné. On va y venir. Oui. Quelles sont les démarches à suivre pour réaliser une IVG ? Alors, les démarches, consulter déjà un médecin ou une sage-femme. Aller acheter les médicaments si on est dans les médicamenteux. Si on va s'orienter vers une interruption chirurgicale, il y a lors de la première consultation, il y en a 2. Lors de la première consultation, le médecin informe sur les méthodes disponibles. Il donne un dossier guide sur lequel figure tout le déroulement des processus, les numéros de téléphone importants, les sites importants, un rappel de la loi. Enfin, c'est un dossier très, très complet. Et c'est le moment aussi où, éventuellement, on propose à la personne, et c'est obligatoire pour les mineurs non émancipés, un entretien psychosocial. C'est-à-dire un entretien où la femme pourra avoir accès aux informations concernant une éventuelle aide psychologique, et puis peut-être mise en place de façon régulière après, en suivi, si elle le souhaite, et aussi savoir quels sont ses droits au niveau social pour accéder à éventuellement, si elle hésite, des aides financières pour élever un enfant, même si elle est toute seule. Voilà. Mais c'est pas une consultation obligatoire, c'est laissé à l'appréciation de la femme, si elle le souhaite ou pas, et ça n'est obligatoire que pour les mineurs. À l'issue de ça, à la suite de l'intervention chirurgicale, il y a d'autres rendez-vous. J'ai oublié de dire que bien entendu, la patiente va signer un consentement. En collaboration avec le médecin, après les explications qu'il aura données, ou avec la sage-femme, ils optent pour une technique, et ensuite, elle signe un consentement, comme quoi elle a été bien informée, comme quoi elle connaît les effets secondaires. Voilà. Okay. Et, la question... Et à la suite est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous prévus à la suite d'une IVG, voilà. Qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale? Oui, 14 à 21 jours après, pour vérifier que l'interruption a bien eu lieu, que la femme est en bonne santé physique, le plus souvent elle l'est, et en même temps de s'assurer qu'au niveau psychologique, ça va quand même bien. Mais il faut être un peu méfiant parce que parfois, ça va très bien sur le moment, et c'est un peu plus tardivement que les choses vont être plus compliquées sur le plan psychologique. Et donc, il faut pas toujours demander à la patiente, et alors, est-ce que ça va toujours bien, bien entendu, mais quand même être à l'écoute de choses qu'elle pourrait confier un peu plus tardivement. Voilà. Et puis, pour en revenir aux complications éventuelles de l'interruption chirurgicale, il peut y avoir exceptionnellement une perforation de l'utérus, ou bien un échec de la méthode, mais c'est également exceptionnel. L'échec de la méthode va se produire plus souvent quand on est vraiment très tôt dans la grossesse, parce que comme le sac ovulaire est très petit, l'aspiration peut passer à côté. C'est pour ça que c'est une bonne chose qu'il y ait 2 techniques possibles.
Une qui est plus pour les grossesses très précoces et l'autre qui est pour les grossesses plus avancées. Merci parce que c'était très clair. Tant mieux. Alors, comment se passe la prise en charge de l'IVG ? La prise en charge est totale ? Alors, oui, par l'assurance maladie, la prise en charge est complète et à 100%. La femme n'a aucune avance de frais à faire. Et ça concerne aussi bien les majeurs, les mineurs, les femmes qui ont l'AME, et même les femmes qui n'ont pas l'AME et qui sont sur le territoire peuvent bénéficier d'une procédure d'urgence. Les mineurs qui ne veulent pas que leurs parents soient informés, les parents ne reçoivent pas les relevés de sécurité sociale à la maison, bien sûr. Tout est anonymisé dès l'origine. Par le médecin et la sage-femme, le nom de la patiente, la jeune patiente, n'apparaît pas. Voilà. Et la sécurité sociale paiera directement l'hôpital sans que ça apparaisse dans les courriers des parents. Est-ce que des IVG répétés peuvent altérer notre fertilité ? Oui, on peut considérer que les IVG répétés, quand même, augmentent chaque fois légèrement le risque. Notamment, il y a un risque infectieux aussi. Bien qu'on prenne le maximum de précautions, que ce soit toujours fait très aseptiquement, on ne peut pas éliminer totalement tout risque. Donc oui, des IVG répétés ne sont pas forcément une bonne chose au niveau fertilité. Et puis, des IVG répétés, ça signifie que peut-être il faut réfléchir à pourquoi on se retrouve enceinte et que finalement on ne le souhaite pas. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau psychologique ? Parfois, c'est aussi parce qu'il est très difficile de trouver pour une femme la contraception qui lui convient le mieux. Et dans ce cas, si avec son médecin ou sa sage-femme, elle n'a pas trouvé la contraception qui lui convient à elle, peut-être qu'il faut impliquer le partenaire. Bon, déjà, il y a les préservatifs pour le partenaire, mais il y a d'autres techniques de contraception peut-être à envisager pour lui. Écoutez, merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'IVG, interruption volontaire de grossesse, avant qu'on termine cette émission ? Je dirais qu'il faut au maximum éviter de se retrouver dans cette situation, puisqu'elle est prévue par la loi, donc c'est vraiment qu'on lui accorde une grande importance. Mais en même temps, ne pas se retrouver dans un cas de conscience, c'est toujours plus agréable pour soi. Et surtout, bien parler avec le médecin, bien parler avec la sage-femme. Si on ne supporte pas bien la contraception qui a été prescrite, ne pas hésiter à revenir consulter, parler à cœur ouvert, dire « mais moi j'oublie tout le temps ma pilule, ça ne me va pas » ou « je voudrais autre chose » ou voilà. Surtout, ne pas hésiter à faire appel aux soignants pour avoir de l'aide. Voilà. Ne pas se retrouver dans une situation qui n'est pas toujours facile, même si elle est tout à fait autorisée et tout à fait légitime à mes yeux. Merci beaucoup, docteur. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.